J'irai cracher sur ton cairn. Par Élodie Denis. Hommage à Mère des crapauds, Mother of Toads, de Clark Ashton Smith. Publié dans le numéro 2 de l'Ardzine Charogne. Nilda, Nilda, ma chère Nilda, bravo, je me régale. Le vieil apothicaire semblait savourer les 2 syllabes de son prénom, autant que les premières bouchées de son dîner. La jeune Philippine savait combien les Japonais peinaient à parler anglais. Les efforts claudiquants de son patron pour communiquer sortaient malheureusement de l'ordinaire. Depuis qu'elle était entrée à son service, le regard de l'homme avait gagné en éclat. Ses yeux, comme de sombres épées, avaient lui, de plus en plus intensément, la suivant dans ses déplacements en cuisine, l'escortant lorsqu'elle nettoyait le plan de travail. Pire même, il lui arrivait de quitter son bureau, ses alambics et son évier à lui, pour venir déposer des béchères sales au milieu de sa vaisselle à elle, prétextant manquer de place ou d'ustensiles. Alors elle devait souffrir le coude à coude, dans la lumière rembranesque du soupirail, et il lui semblait même renifler l'haleine poivrée du vieux. Un jour, quelque chose de dur l'avait frôlé au niveau des hanches. Elle s'était retournée en sursautant, comme piquée par un serpent, avant de réaliser qu'il s'agissait de l'horrible boucle de ceinture en métal de l'homme, celle avec laquelle il retenait ses immondes frocs en velours côtelé autour de sa taille cubique, une vouivre en train de se mordre la queue. « Ah oui, vraiment, quel régal, Nilda !» Avec un sourire poli, dénué de tout plaisir, l'adolescente accueillait les compliments susurrés par la mâchoire carrée, n'attendant que sa délivrance, le moment où les fines lèvres ridées lui permettraient de rentrer au village. Systématiquement, elle devait endurer une pénible leçon de vie ou un exposé fastidieux sur la province d'Osso-Rezan et ses légendes, aussi lent et venimeux qu'un cobra royal, avant que l'homme ne consentît au salutaire « Rentrez chez vous, mon petit. Voici l'argent pour le marché. » Or, Nilda détestait la région et espérait la quitter au plus vite. Tout en elle subissait le mansplaining rampant avec aplomb, sans rien montrer de son impatience, sans même lui souffler les mots manquants, histoire d'abréger le supplice. Snakesplaining. Si elle avait échoué au pied du mont Osoré, littéralement le mont de la peur, ce n'était pas par choix, mais par la force des choses. Il avait été compliqué de convaincre le capitaine d'un navire en partance pour Hokkaido de l'embarquer avec Rizzalino, son buffle d'eau. Élevée dans une ferme avec ses sœurs, Nilda avait rapidement noué un lien indéfectible avec le carabao, cet animal si important de la culture philippine. Aussi, lorsque sa mère était tombée enceinte à nouveau, Nilda s'était portée volontaire, en tant qu'aînée, pour partir chercher du travail outre-mer et envoyer de l'argent. Alors ses parents lui avaient confié la bête, faute d'un pécule. Elle pourrait toujours la vendre en cas de coup dur, s'était-il convaincu, tout en soupçonnant que leur fille n'en trouverait jamais la force. Hypocrite de nation. Nilda s'était fait embaucher comme cuisinière d'une jonque par un marin alcoolique au visage grêlé, vestige d'une acné brûlée par le soleil et le sel marin. Un soir, alors que la fin du voyage approchait pour Nilda, après des jours à cuisiner et écoper la merde de Rizzalino par-dessus bord, ils avaient fait halte dans la baie de Mutsu. Au milieu de la nuit, l'homme s'était faufilé dans sa cabine, une bouteille d'alcool de riz à la main. « Ton travail a payé le voyage, mais il faut aussi t'acquitter du transport de ta bête. Suce-moi !» Nilda lui avait souri en s'emparant du breuvage, puis s'en était envoyé une longue lampée avant de lui éclater le récipient sur la tête. Cette nuit-là,
Elle était remontée sur Rizzalino pour la première fois depuis des semaines et l'avait laissé s'enfoncer dans la campagne, sidérée de sa propre audace, les bras noués autour de l'encolure, bercée par le pas indolent de la bête. Au petit matin, elle s'était réveillée dans le hameau du mont aux Aurès. Bien sûr, se faire comprendre de ses habitants de la préfecture d'Aomori avait représenté une gageure. Nilda cherchait un travail comme une étable où dormir. Autour d'elle, le paysage volcanique s'étendait en camailleux de gris et fumerolles de soufre. Et rien, mis à part le lac turquoise d'Uzori, ne respirait la vie. Même le temple local, Bodagni, vieux de 1000 ans, entendait conduire les morts vers l'au-delà. « Bien ma veine », avait songé Nilda. « Nilda, je me suis renseigné sur votre prénom tellement philippin. Saviez-vous qu'il signifiait « paré pour la bataille » ? C'est un prénom qui vous va à merveille tant il a voyagé. Il dérive en effet de Brunhilda, forme espagnole et portugaise du nom germanique de la Valkyrie Brunhild. Quel délice !»« Merci, professeur, » rétorqua-t-elle laconiquement. « Je ne manquerai pas de féliciter mes parents pour ce legs prestigieux. » Ce soir-là, en rentrant au hameau, perchée sur son carabao chéri, elle avait pensé au nom dont elle avait affublé la bête. Un nom courant de petit garçon, dérivé de Rizzal, la rizière. Ainsi, où qu'elle se trouvât, même perdue au fin fond d'une contrée mortifère, Nilda pouvait se prétendre assise sur une verdoyante plaine, véritable tapis magique. Et, de fait, c'était un peu de ses Philippines natales qu'elle avait embarqué avec elle. « Alors, pas encore passé à la casserole ?» l'accueillit en gloussant le maraîcher chez qui Nilda logeait. « Un mot de plus et ton derrière va goûter des cordes de Rizzalino » trancha Nilda. Le jour de son arrivée, on l'avait conduite en tremblant auprès de l'éminence grise du village. Son atelier, une maison de bois délavée par les pluies, surmontée d'un panneau orné d'un caducée, se dressait à 2 heures de la place principale, telle une pustule sur le visage cendreux d'un cadavre. Gris sur gris. De la pierre volcanique à perte de vue. Et pour s'orienter, le villageois qui l'avait guidé avait suivi des cairns, absurdes monticules de cailloux sous lesquels on entendait siffler des serpents en quête d'ombre. En ces terres arides, seul l'apothicaire employait régulièrement de la main-d'œuvre. Des jeunes femmes pour lui faire la cuisine, systématiquement philippines. Malheureusement, elles quittaient leur employeur dès qu'elles avaient réuni assez d'argent, souvent sans préavis, toujours en volant la casserole achetée spécifiquement pour elles. Quelle ingratitude, avait déploré l'apothicaire. Pourtant, il avait veillé à leur fournir un revenu confortable, offert le gîte et le couvert, sans oublier le poêlon neuf qu'elles avaient chacune pu choisir au marché, en plus des présentoirs à couteau qui débordaient des meilleures lames. Le villageois qui escortait Nilda s'était hâté de hocher servilement la tête, sans même saisir les paroles échangées en anglais. La nouvelle arrivante avait alors compris à quel point l'apothicaire inspirait la peur alentour. À mesure que Nilda avait progressé en japonais, la réputation de l'homme s'était éclaircie. On le prenait pour un sorcier très puissant. La jeune cuisinière avait haussé les épaules, opposant à la révélation une indifférence qui avait médusé ses interlocuteurs. Un sorcier ne vivait pas de magie et d'eau fraîche, et aussi longtemps qu'il serait prêt à la payer pour ça, Nilda se rendrait au marché, s'acquittait des emplettes prescrites pour 2 repas, avant de gagner la maison de l'homme, afin d'y préparer déjeuner et dîner. L'arboriste n'avait pas de goût trop sophistiqué, mais désirait manger chaud, sans mettre la main à la pâte. Il lui imposait donc de rester de midi à 18 heures, tout en la dédommageant pour le temps perdu chez lui. Plusieurs fois, il avait offert à Nilda de rester dormir. Une chambre l'attendait, qu'avaient occupée les autres cuisinières avant elle. Mais la jeune femme refusait. « Je rentre, avec Rizzalino. » Une fois la vaisselle du déjeuner accomplie, elle disparaissait au lac Uzori, plan d'eau turquoise, tout proche, où se jetait la rizière Sonzu. Parfois, rarement, étant donné le climat,
La pluie incitait l'apothicaire à lui offrir de passer l'après-midi au sec. Mais Nilda déclinait systématiquement. Ce ne sont pas quelques gouttes qui vont effrayer une baigneuse. Elle avait trouvé une grotte où s'abriter et dressé un hamac à l'abri. Ainsi, elle ne réapparaissait que pour finaliser le dîner, recueillir les desiderata éventuels concernant les repas du lendemain, ainsi que l'argent nécessaire au ravitaillement, avant de regagner le village, dans le crépuscule mauve. Vous ne craignez pas les mauvaises rencontres au lac? Vous savez, les gens du coin se méfient des Nouréonna. Des quoi? Des femmes serpents. Ce sont des démons qui apparaissent dans les baies, les régions côtières et les lacs. Ils prennent la forme d'une femme en détresse chargée d'un nourrisson emmailloté. Ils appellent à l'aide les pêcheurs qui passent, les suppliant de porter un instant le bébé. Lorsque la personne accepte le fardeau, celui-ci devient aussitôt plus lourd qu'une pierre, emprisonnant la victime sous son poids. Alors, le Nouréonna se jette sur sa proie, qu'il draine de son sang avec sa longue langue serpentine. À ces mots, Nilda perçut la gourmandise dans le regard du vieil apothicaire, mais elle choisit de se gausser. Si j'écoutais les racontards des villageois, ça fait bien longtemps que j'aurais fui votre repère de vieux sorciers surpuissants. Un rire guttural secoua l'homme, et Nilda, malgré son malaise, conserva un sourire impavide. Même lorsque l'émotion et la fatigue lui suscitèrent une hallucination, la vision d'une langue fourchue dans la bouche du patron hilar. Ce soir-là, après le dîner, il fallut avaler de force une nouvelle tasse de bouillon de culture, miso peu ragoûtant. « Si jamais vous vous perdez, suivez les cairns, ma petite Nilda. Vous savez, en Écosse, il est de coutume de les dresser au sommet des collines. Et alors, les cairns deviennent de plus en plus grands, et les collines avec. Un vieux dicton dit même « J'irai déposer une pierre sur ton cairn. » Impossible que je me perde avec Rizzalino. Ne vous en faites pas pour moi. Bien sûr, mais l'obscurité et la nature ne manquent pas de danger. Et la nuit, en tombant, en a entraîné plus d'un dans sa chute. Votre buffle pourrait se fouler la patte et rester bloqué. Ou pire, il paraît que certaines émanations de soufre sont mortelles pour les animaux au ras du sol. Un accident est si vite arrivé. La phrase avait jailli comme une menace, et Nilda se contenta de serrer les dents, en considérant le répugnant vieillard à la silhouette mal fagotée, ceinte trop haut par le serpent de cuir, orné de son horrible boucle, à l'effigie d'une vouivre, aussi tape à l'œil qu'un plastron. Ses yeux noirs comme des sangsues, son menton et son cou annelés par la graisse. « Pour demain, reprit-il, vous achèterez de l'anguille, la plus fine, des algues et des wagashi de votre choix. Je reçois ma compagne à dîner. » La gorge de Nilda se desserra. Quel soulagement de savoir que son patron attendait de la compagnie. Avec un peu de chance, peut-être pourrait-elle négocier de partir plus tôt, au prétexte de leur ménager un peu d'intimité. Quoi qu'il en soit, voilà qui lui permettrait de ne plus craindre ses œillades lubriques, ni les habituelles invitations à rester pour une sieste ou la nuit. Régulièrement, il lui avait offert un supplément d'argent pour effectuer pendant ses heures perdues des tâches de buanderie. Nilda avait toujours accepté, se rendant au lac pour laver les draps de sa couche et du lit d'appoint. Alors qu'elle rebordait les deux, l'apothicaire lui avait souvent fait remarquer la douceur du matelas à l'occidental, le moelleux des traversins de plumes et la blancheur des tais. Nilda reprit la route et observa les cairns qu'elle avait appris à ne plus voir au fil des jours. Sous une lune presque pleine, ils lui semblèrent plus hauts que d'habitude. Elle sourit, en repensant à la bosse à l'entrejambe du capitaine de la jonque et à la façon dont elle avait disparu après un coup de bouteille bien placé. Des susurrements envahirent la nuit, presque aussi forts que des cigales, mais Nilda choisit de continuer malgré la peur. Sifflement de serpent ou émanation de soufre? Dans le doute, la jeune fille attrapa les cornes de Rizzalino pour le forcer à garder les naseaux bien hauts. Le buffle donna des coups de tête, mais la jeune fille tint bon. Lorsque le village apparut enfin, d'abord sous la forme d'une petite tache sombre,
Nilda lâcha un peu de lest à la bête. À son retour dans la grange, elle réalisa que ses bras restaient tétanisés par les efforts et la peur. Aussi épuisée que terrifiée, elle garda longtemps les yeux ouverts dans le noir, tentée de ne pas retourner chez le vieux, comme saisie par un funeste pressentiment. Seulement, il lui avait confié de l'argent pour son repas de fête, et cela ferait d'elle une voleuse. Quand enfin le sommeil l'accueillit dans ses bras, il avait le visage d'une auréona à laquelle elle tenta toute la nuit d'échapper. En vain. Le lendemain, Nilda acheta de quoi confectionner une omelette aux herbes pour le déjeuner, tout en prenant de l'anguille fraîche et de l'anguille fumée, des algues, des champignons et des herbes pour le repas du soir. En guise de wagashi, elle opta pour ces cubes de gelée de haricots rouges enrobés d'une fine pâte que le vendeur désigna sous le nom de kintsuba. Comme d'habitude, Nilda prépara le déjeuner, puis s'enfuit passer quelques heures au bord de l'eau. Au creux de sa grotte, elle s'interrogea sur la campagne et son heure d'arrivée, ainsi que la meilleure façon de demander à son patron de partir plus tôt. Ses cauchemars de la nuit la hantaient, et subitement, le courage de nager la quitta, remplacé par la crainte de sentir une main féminine ou un tentacule se saisir de sa cheville pour l'entraîner vers le fond. Au bord du lac et dans l'onde sauvage, Rizzalino ne lui serait d'aucune aide. Elle ne pouvait compter que sur elle-même. Repensant au buffle qu'elle savait attacher près de l'atelier, elle frissonna. « Un accident est si vite arrivé !» avait prévenu l'apothicaire. L'avertissement tourna bientôt en boucle dans son esprit, et comme le temps passait plus lentement, faute de baignade, Nilda jugea préférable de regagner la chaumière. De plus, le dîner raffiné lui demanderait plus de temps et de soins que d'ordinaire. Lorsqu'elle réintégra la sombre cuisine, non sans s'être arrêtée distribuer maintes caresses à Rizzalino, la position du soleil indiquait 16 heures. L'apothicaire continuait ses potions, et Nilda s'étonna de le trouver seul. « Ma promise viendra à moi lorsqu'elle sera prête, » sourit-il sans même croiser le regard de Nilda. La phrase poisseuse, à commencer par l'article possessif, évoqua à la jeune fille le contact membraneux d'une aile de chauve-souris dans le noir, ou celui d'une vipère qui se serait glissée dans la paille de sa couche. Sans commenter, elle suspendit l'anguille à un crochet et l'incisa sur toute la longueur pour la vider de ses entrailles. Avec la pointe d'un couteau, elle décolla la peau sur le pourtour des branchies, manœuvre rendue difficile par le tremblement de ses mains. Puis elle replia la peau et, l'enserrant fermement avec un torchon, tira pour détacher l'épiderme de la chair. Un instant, son attention erra au-dessus de l'évier, et elle croisa, entre les tempes grises toutes palpitantes de veines, le regard fasciné de l'apothicaire. Saisissant un hachoir, elle guillotina un premier tronçon sur la planche à découper, avant d'y verser les herbes nettoyées au déjeuner. Une tension indéniable avait envahi l'atelier. Chaque minute rendait l'absence de l'invité plus dérangeante. Mais Nilda ne pipait mot, avançant les préparatifs du dîner, confectionnant les accompagnements, soupe, légumes et riz. Lorsque le dernier plat reçut son assaisonnement, il n'était pas encore 18 heures, mais elle trouva la parade. « Votre chair et tendre s'est peut-être égarée. Laissez-moi aller à sa rencontre avec Rizzalino et l'orienter vers votre maison. Il serait malheureux qu'elle se perde, et le dîner aussi. »« Très bien, Nilda, faites donc !» répondit l'apothicaire d'un œil torve. Dans un état second, Nilda rinça son dernier couteau en tremblant, nettoya le plan de travail et s'essuya les mains sur le tablier. Un piton de tension s'était enroulé autour de sa gorge, et elle trébucha presque en contournant le mur d'enceinte pour retrouver son carabao. Lorsqu'elle aperçut son ami à quatre pattes, elle comprit immédiatement à sa position vautrée que quelque chose clochait. S'approchant, elle vit qu'il gisait, gueule béante pleine d'écume, et que dans sa chute, il avait écrasé le serpent qui s'était attaqué à sa patte arrière. Un reptile dont seule la queue dépassait, aussi annelé que le goitre de son patron. Nilda s'agenouilla pour examiner la dépouille. « Oh mon Dieu, faites qu'il ne soit qu'évanoui,
implora-t-elle à mi-voix, tout en caressant le velours des naseaux. Mais nul air ne s'en échappait, et elle comprit que l'irrémédiable s'était produit. Depuis un lieu profond, le désespoir l'envahit. La journée commençait à se parer des couleurs, non pas de la délivrance, mais de la défaite. Le crépuscule sans Rizzalino n'avait plus de sens, maintenant qu'il n'était plus question de rentrer ensemble à l'étable. D'heureux, le couchant devenait absurde, et même dangereux. À contempler avec hébétement les yeux arides de son ami cornu, terrassé par ce foutu désert de pierre, à se perdre dans les prunelles naguère pleines de vie de ce compagnon qu'elle avait tant aimé, Nilda eut l'impression de recevoir, elle aussi, une morsure mortelle. Les pupilles noires, dans leur hideuse fixité, lui renvoyèrent son image pâle, celle d'une pauvre enfant, aussi endeuillée que déracinée. Anéantie, Nilda songea aux semaines de navigation pour en arriver là, aux débris que l'océan recrachait souvent sur les plages de cailloux. Elle ne valait pas mieux. Sa vie au Japon tenait du naufrage. Elle avait échoué ici, échoué tout court, conduisant Rizzalino vers une mort affreuse. Rizzalino, son ancrage, un ami gros comme un monument, capable de lui rappeler d'un seul ébrouement opiniâtre qu'il lui restait une famille loin de la grisaille d'Ozorezan, une ferme campée parmi de vertes collines. Leur présence ici ne rimait à rien, et cette aberration se cristallisait à présent sous la forme du cadavre encore chaud sous ses doigts. Transie, Nilda aurait juré que ses veines s'étaient calcifiées à ce contact, et le temps suspendu. Dans le miroir des yeux inertes, où les mouches se posaient désormais sans que le buffle ne pût plus les chasser, Nilda aperçut une enfant trop sidérée par cette perte immense pour arriver à pleurer une seule larme. Aride, elle aussi, vaincue, pleine de rage, car sa volonté de vivre se renforçait déjà sous l'assaut des évidences et du danger, son désir d'échapper au piège et de peut-être se venger. Les villageois décrivaient l'apothicaire comme un sorcier très puissant, un incantateur capable de tous les maléfices et qui pouvait compter sur la fidélité de ses familiers, les serpents. Il fallait qu'elle lui échappe. Rizzalino n'aurait pas donné sa vie pour rien. Jetant un dernier coup d'œil à son reflet dans le regard de son ami, fossilisé en obsidienne, Nilda réalisa qu'elle avait oublié d'ôter son tablier taché de sang. Il lui suffit de palper la poche ventrale pour vérifier la présence du petit couteau d'office qu'elle y rangeait systématiquement avec la boîte d'allumettes, faute de place dans le présentoir de l'évier. Elle se mit en marche sans se retourner, et la nuit tomba d'un coup, comme pour la punir. L'apothicaire disposait-il d'une telle puissance sur les éléments? Une nuit surnaturelle, où la pleine lune lui sembla un œil immense à la solde de son maître. Dans la lueur de l'astre, les cairns parurent plus haut à la marcheuse, qui luttait contre les larmes. Au fond d'elle, Nilda sentait qu'il lui faudrait mobiliser toutes ses ressources pour quitter les lieux. Avancer le regard troublé par les pleurs? Inconcevable. Elle se laisserait aller au chagrin en retournant à l'étable. Elle s'était retirée sans argent et pourrait abandonner son poste sans remords. Il lui suffisait juste de rallier le village. À pied, le stérile chemin entrecoupé de cairns lui sembla s'allonger. Nilda savait qu'il lui faudrait marcher en pente douce 1 heure environ pour atteindre une sorte de crête, au-delà de laquelle le hameau apparaîtrait en contrebas. Patience, continue d'avancer. Des susurrements montaient des cairns qui lui vrillaient les tympans, l'estomac et le cœur. Nilda tenait bon, avançant dents serrées, saisissant parfois le couteau pour se rassurer. Blême sous la lune, les jointures de ses doigts blanchies à force de serrer le manche. Sous ses pieds, le chemin maintes fois parcouru continuait de serpenter, sauf que les cailloux blessaient sa chair à travers la semelle trop fine de ses chaussures inadaptées. Patience, continue, la délivrance est proche. La route poudroyait sous la lune, guidant une Nilda qui tremblait sur ses jambes.
et la jeune fille cheminait et cheminait encore, dans la pâle clarté, avec l'impression d'avancer dans une taie de traversin, serpent de tissu qui se rétrécissait de plus en plus à mesure que les sifflements s'amplifiaient. L'angoisse, ne la laisse pas te submerger et fausser tes perceptions. Alors, pour se calmer, Nilda s'accrochait au couteau, comme elle aurait agrippé une corne de Rizzalino. Surtout, ne pas penser à lui. L'heure du deuil viendrait, après le temps de la survie. Une fois en sécurité, Nilda savait qu'elle pleurerait tout son soûl, puis que le temps ferait son office. La douleur brute s'émousserait, comme un couteau usé, s'adoucirait jusqu'à devenir une corne de carabao satinée. Les états d'âme fusionneraient comme un ciel se confond parfois avec un lac, avant de glisser lentement vers un horizon de rumination paisible, la reconnaissance attendrie pour l'ami d'autrefois, et les bonheurs partagés avec lui. Les sifflements devinrent de plus en plus intenses, au point que, sans s'arrêter, Nilda attrapa 2 feuilles de pissenlit jaillies d'une anfractuosité de la pierre pour les rouler malhabilement et se les enfoncer dans les oreilles, boucliers de verdure. La crête s'approchait, elle le sentait sous ses pieds. Il lui suffirait de continuer vers le village, une fois arrivé au point culminant. La température exceptionnellement fraîche lui provoqua des frissons dignes de mains baladeuses. Nilda réalisa qu'elle avait oublié son gilet chez le vieux, sur le clou destiné au tablier. Tant pis, serre les dents. Enfin, elle atteignit le sommet. Mais son cœur étrangla ses battements, comme enlacé par un puissant boa, ligoté. En contrebas, la chaumière de l'apothicaire la narguait, et le caducée de l'écriteau plastronnait sous la lune. Piégée. Un dernier rempart tomba en Nilda. Dans son organisation psychique, elle laissa le réflexe de rationalité s'écrouler comme on sacrifie une base inutile pour sauver le reste des troupes. Oui, elle avait marché en pente douce vers la crête. Non, son retour à l'atelier n'avait aucun sens, ou plutôt, si. Il signifiait qu'elle ne s'était pas encore hissée hors du nid de serpent. J'ai suivi les cairns. Quelle idiote! Je lui ai obéi à la lettre, et ils m'ont ramené chez lui. Nilda se détourna du lieu infernal qu'elle fuyait, et les sifflements reprirent de plus belle. À travers la cellulose, la jeune fille entendit même le mot « Lost » susurré encore et encore. Il lui fallait un plan, et Nilda décida de s'orienter grâce au ciel. La jeune fille identifia alors l'une des sources de son malaise. Aucune étoile ne brillait plus. Dans cette campagne reculée, cette vacuité blessait l'œil par son irréelle absurdité. Souvent, Nilda avait admiré les lumières de la nuit, en laissant son carabao les guider, s'abandonnant à la contemplation des lueurs comme une gamine sous un feu d'artifice. Le désert de pierre avait vaincu son fidèle compagnon, fossilisé son doux regard sombre, et voilà qu'il s'en prenait au ciel. C'est la pleine lune. L'astre fait face au soleil qui se trouve donc dans ton dos, et comme il se couche à l'ouest, la lune t'indique l'est. Son raisonnement avait surgi comme un bégaiement, et Nilda, qui tenait à s'éloigner au plus vite de la chaumière, ne prit pas la peine de l'examiner plus avant. Déjà ses pieds endoloris reprenaient leur marche tremblante, visant un point entre les 2 cairns, une ligne qu'elle n'aurait pas dû franchir, une intersection interdite, à en juger par les sifflements de plus en plus tapageurs, dissuasifs. Alors ils firent leur apparition, glissèrent vers elle, modelés du même noir que le ciel aveugle, puisés à la même encre. Tels des anguilles, libérés de toute pesanteur, ils jaillirent des rochers et progressèrent avec une reptation surnaturelle, s'amoncelèrent pour lui barrer le chemin. Nilda avait croisé des serpents de toutes sortes à la ferme, et cela n'avait rien à voir. En quelques secondes, un cordon de reptiles s'était tressé au sol, un franchissable sillon saturnin. Une vision qui répandit du plomb dans les chevilles de Nilda. Comment oser avancer avec ça? Franchir la répugnante frontière? Elle hasarda encore un pied, déchaînant un sabbat de sifflements à peine tolérables. Lost, 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 lost. Alors elle inspira pour se donner du courage, et posa la lame du couteau contre son front.
la fraîcheur de l'acier s'offrant comme un maigre rempart à la fièvre et l'affolement, fragile ancrage métallique au milieu d'un océan de ténèbres et d'absurdité, frêle radeau de réalité pour échapper à une panique aussi impérieuse que la marée montante. La lune, souveraine, en s'y réfléchissant, devint un minuscule reflet au sol, une vulgaire paillette virevoltant parmi les méandres d'onyx. Ne lui donne pas le pouvoir de te paniquer. Ne le laisse pas s'insinuer dans ton esprit. Tout puissant qu'il est, il ne t'a pas encore capturé. Il veut que tu te rendes de peur et de découragement, que tu le supplies de t'héberger pour la nuit, sans te faire de mal, que tu déclares forfait. Ma promise viendra à moi quand elle sera prête. Plutôt crever. T'entends, l'apothicaire? Plutôt crever. Jamais je ne serai à toi, jamais, quitte à m'ouvrir les veines. Sa gorge se serra de douleur et de sanglots. Surtout ne pas pleurer, Nilda. Reste forte. Les sifflements s'intensifièrent encore, et la jeune fille eut l'impression que les reptiles avaient accolé leur bouche au pavillon de ses oreilles pour fulminer à quelques millimètres de ses tympans. Elle inspira et retira les feuilles bouchonnées. Alors elle comprit. Sous les sifflements démoniaques, une complainte sourdait, à peine perceptible, étouffée par le volume infernal des susurrements qui tentaient de la museler. SOS, 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 SOS. Le gémissement émanait des cairns, cet édifice qui avait vomi les serpents et dominait la plaine. Qui sait, peut-être le sorcier tirait-il son pouvoir de ces sinistres monceaux? J'irai virer une pierre de ton cairn, promit Nilda en s'attaquant au monticule de gauche, sous les stridulations des serpents qui cessèrent de s'agiter, comme tétanisés de douleur, et se contentèrent de chuinter de déstress, de chuinter de détresse. Puis une deuxième, et elle joignit le geste à la parole, puis une troisième. Hilar, à la limite de la folie, Nilda sentait son esprit se stabiliser à mesure qu'elle ébranlait le premier monticule, avec pour effet une paralysie complète des reptiles. « T'entends, l'apothicaire? J'irai cracher sur ton cairn, enfoiré !» Une cinquième, une huitième, une 19e. Une froideur rieuse la possédait, qui ne venait plus des frissons subis de la nuit et de la peur, mais d'une résolution gaillarde. Cette froideur naissait des cendres de sa rationalité sacrifiée, et des étincelles d'audace et d'élan vital qui l'animaient, assez nombreuses pour repeupler le ciel. À force, ses mains sales et écorchées dégagèrent une cavité à moitié écroulée, et des os apparurent dans la pâle lueur de la lune. Assis en tailleur, fémur et tibia en losange, un squelette de petite taille attendait, prostré, les os des bras enlacés autour d'un objet pesant contre le sacrum et l'os iliaque, comme s'il avait tenté de s'en dégager en vain. Une casserole. « Noréona, mon cul !» hurla Nilda en prenant bien soin de ne pas toucher l'ustensile. Autour d'elle, les sifflements étaient devenus assourdissants de colère, mais tous les reptiles gisaient paralysés, réduits à une ridicule catalepsie, cantonnés à leur terrorisme sonore. Effrénée, Nilda se rua d'un cairn à l'autre avec une vigueur renouvelée, aussi farouche qu'une brise née d'un frisson parmi les pierres, pour se muer en une tornade dévastatrice. Chacun d'entre eux renfermait le même squelette, avec sa marmite, et à chaque démantèlement, Nilda prononça une bénédiction des morts, celle de son village. Lorsque le dernier fut renversé, Nilda revint aux premières ruines, où les serpents noirs continuaient de siffler de rage, toujours pétrifiés. Les dents serrées, elle ordonna « Shut up !» qu'ils se taisent. L'ordre fut ignoré. « Shut the fuck up !» Les sifflements virèrent à la plainte victimaire. « Très bien, c'est ce que j'avais espéré. » Nilda craqua une allumette, puis une deuxième, puis une troisième, puis toute la boîte, projetant les brindilles enflammées parmi les anneaux d'écailles noires. Immédiatement, un incendie s'éleva, comme si ces serpents n'avaient pas seulement pris sa couleur au naphte. Un bruit et une lueur attirèrent alors son attention. Quelque part à l'ouest, la maison de l'apothicaire brûlait.
Une joie enfantine embrasa le visage de Nilda. Si seulement Rizzalino avait pu voir ça. Avant de se remettre en marche, la jeune fille laissa les larmes envahir ses yeux, puis elle prononça une dernière bénédiction funéraire pour son ami. Et alors qu'elle prenait la direction du village, les joues glacées de pleurs, le gouffre sidéral du ciel reconquit ses étoiles, comme une enfant perdue retrouve son chemin.